Bonjour à tous, à nouveau. Eh bien, je vous propose d'enchaîner sur le deuxième webinar serverless de l'après-midi. L'introduction au serverless et à Lambda, on va maintenant finalement voir comment développer pour de vrai sur Lambda avec des outils open source et comment automatiser le déploiement en particulier. Donc l'agenda est le suivant. Alors, je vais profiter de l'occasion, comme reInvent est encore relativement frais, pour parler de quelques nouveautés importantes qui sont sorties autour de Lambda. Ensuite, on va parler d'outils qui vont simplifier le développement d'applications serverless. On va enchaîner une série de démos avec trois frameworks open source. Un qui s'appelle le Serverless Framework, un deuxième qui s'appelle Gordon et un troisième qui s'appelle Chalice ou Calice, qui est un projet open source AWS. Je mentionnerai également d'autres outils, il en existe un certain nombre et puis ça continue à sortir. Il y a un écosystème de développement relativement riche autour de Lambda. Donc voilà, je vous donnerai toutes ces infos-là. Ensuite, on verra comment simplifier le déploiement d'applications serverless. On a vu tout à l'heure comment le faire avec la ligne de commande, mais de manière, admettons-le, sans doute un peu primitive. Et AWS a annoncé il y a peu une évolution de CloudFormation qui s'appelle le Serverless Application Model, qui permet de grandement simplifier le déploiement d'applications serverless contenant des fonctions lambda et d'autres ressources. Voilà. Alors, allons-y pour les quelques nouveautés. Un peu en vrac, mais voilà, je pense que ça peut vous intéresser si vous n'avez pas eu le temps de suivre tout ce qui a été annoncé à reInvent. Alors, le premier point qui est sans doute le feature qui a été le plus réclamé sur Lambda dès le premier jour. Enfin, je me souviens des premières sessions que j'ai faites autour de Lambda et les gens, hurlaient sur le fait qu'on ne pouvait pas définir de variables d'environnement dans Lambda. Bon, voilà, ça y est, on vous a entendu, on peut avoir des variables d'environnement dans Lambda. Alors vous allez me dire, pourquoi c'est important? Je vois pas le problème. Imaginez que vous ayez envie de déployer la même fonction lambda et de la tester dans des environnements différents. En dev avec un bucket et une table DynamoDB de dev, et puis vous voulez ensuite tester avec de la pré-prod et puis de la prod, etc. etc. C'était compliqué d'arriver à passer un paramètre à une fonction lambda. Alors, ce que tout le monde faisait, c'est qu'il rajoutait il rajoutait un paramètre, il rajoutait une variable dans le document de JSON. C'était quand même une façon assez sale de le faire, je dois bien l'admettre. Et, euh, et voilà, avec les variables d'environnement maintenant, on peut passer des informations, passer des secrets, passer plein de choses aux fonctions lambda. Un autre point, j'ai vu des questions tout à l'heure sur le sujet, j'ai volontairement pas répondu parce que je savais que j'avais ce slide qui arrivait. Maintenant, vous avez également la possibilité de faire de l'intégration et du déploiement continu autour de vos applications serverless. Alors ça s'appuie sur deux choses. Ça s'appuie sur CodeBuild, qui est un service de build manager qui a été lui aussi lancé à reInvent et qui supporte notamment les applications serverless. Donc vous pouvez builder tout ce que vous voulez, du Java, du Docker, toutes les technos qu'on supporte. Mais vous pouvez aussi packager des applications serverless. Et puis vous pouvez les déployer avec CloudFormation, en particulier en utilisant le Serverless Application Model dont je vais parler tout à l'heure. Ok. Donc voilà, je passe très vite, n'hésitez pas à vous référer à la doc, mais maintenant, vous pouvez développer de manière assez industrielle et automatique et faire du déploiement continu comme vous le faisiez sur des instances EC2 par exemple. Alors, le troisième point, c'est un feature de plus bas niveau, mais qui est lui aussi très utile, qui s'appelle les Dead Letter Queues. Auparavant, lorsqu'une fonction lambda échouait, que ce soit pour une erreur technique ou pour un timeout, elle était réessayée automatiquement deux fois. Et si au bout donc de trois exécutions, l'appel n'avait toujours pas réussi, eh bien on abandonnait. On perdait finalement cet événement. Et maintenant, vous l'avez peut-être vu quand je suis passé rapidement dans la console lambda tout à l'heure, vous avez la possibilité donc de définir ce qu'on appelle une dead letter queue et de l'associer à votre fonction lambda. Et cette fois, au troisième essai infructueux, au lieu de jeter l'événement, celui-ci va être écrit dans la dead letter queue.
donc qui peut être soit une queue SQS, soit un topic SNS. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que cette fois, vous ne perdez plus d'événements, même en cas d'erreur d'exécution, même en cas de timeout sur votre lambda. Vous empilez soit dans SQS, soit dans SNS tous les échecs d'invocation et vous pouvez aller les inspecter après, pourquoi pas avec une autre fonction lambda ou pourquoi pas pour faire du monitoring, bon, et évidemment du debug pour aller voir pourquoi ces fonctions-là ont échoué. Ok, donc un mécanisme très intéressant pour avoir la certitude de ne pas perdre d'événements même en cas d'erreur. Et puis Step Functions, que j'ai très rapidement évoqué tout à l'heure. Donc Step Functions, c'est la capacité à orchestrer des fonctions lambda. On en parlera certainement dans un webinar plus en détail un peu plus tard. Auparavant, certes, vous pouviez chaîner vos fonctions lambda en les faisant s'invoquer explicitement, ou vous pouviez les interfacer par Kinesis, ou vous pouviez les interfacer par une base de données, DynamoDB, avoir des triggers, comme je l'ai montré tout à l'heure. Mais bon, c'est pas forcément un modèle souhaitable, c'est pas forcément un modèle très clair. Si on a vraiment des données à s'échanger, très bien, on peut se les échanger par Kinesis ou par Dynamo. Mais si c'est juste pour synchroniser l'exécution des lambda, bon, c'est un peu inélégant. Et donc c'est le problème que résout Step Functions. Donc il va vous permettre de définir des ordres d'exécution, des ordres en série, des ordres en parallèle. Vous allez définir ce workflow, cette machine à état finalement. Vous allez la définir graphiquement dans la console AWS. Voilà, donc je passe très vite, on pourrait en parler bien plus longuement, mais voilà, si vous avez une application complexe avec des workflows qui impliquent plusieurs lambdas et que vous étiez un peu en peine de les synchroniser efficacement, je vous conseille de regarder Step Functions, ça va certainement résoudre pas mal de problèmes de votre côté. Voilà, il y a d'autres features, mais je voulais juste citer ces 3 ou 4 là qui sont vraiment qui sont importants à mes yeux, qui étaient très attendus et qui méritent d'être intégrés tout de suite dans vos applications lambda. Alors attaquons la partie framework à proprement parler. On commence par le développement, donc comment se simplifier le développement. Tous les exemples de code que je vous montre sont disponibles sur GitHub si vous voulez reproduire tout ça ensuite. Alors juste, on l'a vu il y a peu de temps, mais au cas où de nouvelles personnes nous aient rejoints, voilà le workflow classique de développement. Donc vous allez développer votre fonction. La plupart du temps, vous allez mettre une API devant. Vous allez connecter l'API à la fonction. Vous allez l'invoquer. Et puis, vous allez tester, débugger et recommencer jusqu'à ce que ça marche. Et donc, ce qu'on a vu dans le premier webinaire, c'est que certes, on peut faire ça dans la console. On peut faire ça avec la ligne de commande AWS. Mais, je dirais, pour un développeur, ce n'est pas une expérience forcément très simple, ça impose de comprendre comment marche la ligne de commande AWS. Bon, c'est pas, voilà, on n'a pas la capacité, comme plusieurs d'entre vous l'ont dit, à tester les fonctions localement. Bref, c'est pas une expérience extrêmement sympathique pour un développeur. C'est plutôt orienté Ops et automatisation. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est finalement quelques frameworks qui vous permettent de faire ça de manière plus sympa. Le premier dont je voudrais parler, c'est un framework qui s'appelle The Serverless Framework, alors dont le nom prête un peu à confusion maintenant. Quand il a été lancé, il s'appelait JAWS, comme les dents de la mer, ce qui voulait dire Just AWS Without Servers. C'est un projet open source qui a été lancé à reInvent en 2015 et initialement qui était basé sur Node.js uniquement, et puis le support Python et Java a été rajouté ensuite. Alors, ce qui, entre parenthèses, peut expliquer parfois des petits décalages fonctionnels entre Node et les autres langages. On sent que c'est un framework voilà, qui met un peu plus l'accent sur Node. Et il m'est arrivé de tomber sur des options ou des fonctionnalités qui n'étaient pas complètement disponibles en Python et en Java. Rien de très grave, voilà, mais je tenais à le préciser. L'objectif de ce framework, ça va être de déployer automatiquement et d'exécuter automatiquement vos fonctions lambda, que ce soit localement ou dans AWS. C'est aussi la capacité à déployer automatiquement les sources d'événements qui vont invoquer vos fonctions lambda, que ce soit des API, des tables Dynamo, etc. Et le tout se fait avec CloudFormation. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est caché, évidemment. Vous n'aurez pas à écrire le template CloudFormation. Vous allez interagir avec une ligne de commande qui est plutôt sympa, plutôt simple.
un petit fichier de configuration en YAML pour décrire votre projet. Et donc, le framework serverless va se charger de créer un template CloudFormation qui va provisionner toutes les ressources nécessaires. Alors, juste pour info, le lien Vimeo qui est sur le slide, c'est la vidéo de lancement de JAWS à Reinvent. Et je crois que c'est une des meilleures vidéos de lancement de produit que j'ai jamais vues. Je vous en dis pas plus. Voilà, elle n'est pas très longue, je vous conseille de la regarder. Alors voilà le Hello World de Serverless. Donc vous allez créer le projet. On va le faire ensuite. Vous allez le déployer. Alors vous d'abord peut-être l'invoquer localement pour vérifier que la fonction marche. Le déployer. Alors vous pouvez le déployer sur différents stages afin de déployer en test, en dev, en prod, etc. Et c'est tout. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est à peu près tout ce que vous devez savoir. Si vous retenez serverless deploy et serverless invoke, vous pouvez travailler avec serverless. Voilà, donc je vous propose de refaire un exemple tout de suite, c'est ce qui parlera le plus. Alors, j'ai réussi à augmenter la taille de caractère, c'est magnifique. J'espère que c'est un peu plus lisible. Donc, en avant pour serverless. Donc là, le projet est déjà créé. Et donc, qu'est-ce que j'ai là-dedans? On va déjà peut-être regarder la fonction. Donc j'ai une petite fonction en Node qui affiche un message qui fait rien de bien intelligent, mais bon, un petit exemple simple, ça fait jamais de mal. Donc voilà ma fonction lambda écrite en Node. Ok, affiche un petit document Hello World en JSON. Et puis j'ai mon fichier de configuration YAML. Oui, pardon. Qui a l'air très long comme ça, mais en fait, c'est parce que tout est commenté. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'on définit? On définit un provider, donc ici AWS et l'environnement Node. Pour info, sur serverless, avec le serverless framework, vous pouvez déployer sur d'autres plateformes qu'AWS. Ça peut être intéressant dans certains cas. Donc mon provider, et puis donc ma fonction qui s'appelle Hello, avec son handler, et un event, une source d'événements qui va être eh bien, une API sur laquelle je vais faire get. Voilà. Tout le reste, c'est juste du commentaire. Donc vous voyez, je définis très simplement le fait que j'ai une fonction et devant, eh bien, je veux pouvoir faire un get HTTP, tout simplement. Okay, et c'est tout. Ok, donc on va essayer de l'invoquer peut-être localement déjà. Alors le nom de la fonction, donc moins local. Function, je crois que c'est function et pas function name, je le trompe tout le temps. Oui, c'est ça, c'est function. Ok. Ah, c'est évidemment, elle va s'appeler Hello World. Non. Désolé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme ânerie? On coupera au montage. Elle s'appelle bien Hello. Bon. Invoke moins local, moins function Hello, ouais. D'accord. On dirait qu'il ne reconnaît pas l'invocation locale. Alors attendez, on va vérifier que j'ai pas fait une bêtise. Bon, très bien, ça marche pas. Extraordinaire. Bon, alors on va la déployer, c'est ça, ça sera fait. Alors. C'est moins F, tout fin utile, mais. Non, bon, bah écoutez, magnifique. C'est pas grave, on va la déployer. On fera tout ça.
Ah, invoke local, bon sang. Ah là, moins local. Désolé, ça c'est la fatigue qui commence. Pardon. Donc invoke local, -f, hello. Voilà, ça marche. Désolé pour tout ça. Donc là, c'est une invocation locale. Vous avez vu, je n'ai pas déployé la fonction. Je l'exécute localement. Alors ici, elle est toute simple, elle est toute basique, elle n'utilise pas de service. Bon, la limite de ça, c'est évidemment si vous utilisez S3, Dynamo, etc. Bon, soit vous avez des API de mock pour exécuter en local, soit vous appelez des ressources AWS de test. Bien évidemment, vous ne pouvez pas faire tourner tout AWS sur votre poste. Donc on va la déployer. Voilà, ça doit suffire. Et donc là, il va packager l'ensemble. Et si j'arrive à aller suffisamment vite dans CloudFormation, voilà, et que j'arrive à recharger, voilà, je vois. Hop, on va faire ça et ça. Voilà, je vois que eh bien, j'ai une stack CloudFormation qui est en train de s'exécuter et qui va créer la fonction et l'API. On va juste attendre 2 minutes. Voilà, qu'est-ce qu'il me raconte? Donc il est en train d'uploader. Il va faire finalement à peu près ce qu'on a fait à la main tout à l'heure, c'est-à-dire créer un fichier zip avec la fonction. Bon, la différence ici, c'est qu'au lieu d'appeler juste la ligne de commande, il va exécuter un template CloudFormation. Voilà. Donc on voit toutes les ressources qui sont créées ici. Donc un bucket pour uploader, un role IAM pour la fonction, l'API. Voilà, create complete, le rôle. Ça doit être presque bon. Allez, encore un petit effort. Et on y arrive. Voilà, c'est le premier appel. Le premier appel est plus long parce qu'il crée tout ça. Quand on met la fonction à jour ensuite, c'est plus rapide. Les permissions pour la fonction lambda. Et donc évidemment, si je vais dans la console lambda, je dois voir, voilà, je vois ma fonction ici qui a été, on doit pouvoir voir, est-ce qu'on voit son code? Voilà, on voit son code. Voilà. Ok, donc le déploiement est fini. On voit CloudFormation a terminé. Et donc serverless me dit voilà, j'ai fini. Et voilà donc l'API qui a été déployée. Et si on l'invoque maintenant, si on fait tout simplement HTTP, ouais, get, c'est pas la peine de le mettre. Juste ça. Voilà, et ben je récupère la réponse de l'API. Alors là, j'ai tous les headers de la Terre, mais surtout, j'ai mon message. Okay. Donc vous voyez, de mon point de vue, bon, c'est quand même un peu plus sympa que quand on arrive à retenir les options de la ligne de commande. C'est un peu plus sympa que de se battre avec la ligne de commande AWS. Donc finalement, hein, qu'est-ce qu'on a exécuté? On a fait donc serveur invoke local pour tester localement, serverless deploy pour déployer, et puis ensuite on invoque l'API comme on invoquerait n'importe quel endpoint HTTP. Ok. Et puis si on veut la supprimer, on fait tout simplement serverless remove et on fait l'inverse. Donc là, si je regarde ce qui se passe dans CloudFormation, je vois qu'il est en train d'effacer toutes les ressources qu'il a créées. Donc ça, c'est aussi un truc sympa finalement bien sûr d'être capable d'automatiser la création, mais d'automatiser l'effacement. Parce que si vous êtes comme moi, que vous cliquez bien dans la console un peu partout, on se retrouve avec des rôles IAM dans tous les coins, des fonctions dans tous les coins, et on ne sait plus trop ce qui correspond à quoi. Je ne suis pas toujours très discipliné là-dessus. Et bon, l'utilisation de CloudFormation permet de faire le ménage de manière un peu plus efficace. Ok. Donc voilà, on va le laisser finir d'effacer ça. Donc serverless, premier framework potentiellement intéressant.
pour déployer facilement en 2 commandes vos API et vos fonctions lambda. Alors deuxième framework, donc un framework qui s'appelle Gordon, qui est lui aussi un framework open source, qui est sorti à peu près au même moment que Serverless. Alors lui supporte donc les 3 langages canoniques de Lambda, donc Python, JavaScript, enfin Node et Java. Et il ajoute effectivement, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, d'autres langages, donc comme Go, enfin Golang, et puis Scala et Kotlin, qui sont finalement les autres langages de la JVM. L'intérêt de Gordon, c'est que vous pouvez les mélanger au sein du même projet. Donc vous pourriez avoir des fonctions écrites en Python et en Java dans le même projet si ça vous chante. Une fois qu'on a dit ça, finalement, Gordon marche à peu près de la même façon que Serverless. Il fait la même chose. Il va auto-déployer les fonctions. Il va auto-déployer les sources d'événements. Il va faire tout ça avec CloudFormation et il va se configurer lui aussi en YAML. Donc voilà, c'est juste un autre choix. Alors vous allez me dire quelle différence. Bon, bah, si vous voulez faire du Go, Gordon est là pour vous. Si vous vouliez faire du Node ou du Python, euh, mon conseil, c'est d'essayer les deux. Et puis, bon, généralement, il y en a toujours un qui vous plaira un peu plus que l'autre. Donc on va faire le Hello World de Gordon, comme ça vous verrez que c'est très proche. Et puis vous vous ferez votre propre avis. Voilà, serverless a fini de nettoyer. Allons voir Gordon. Donc c'est la même. C'est vraiment, vous allez voir, hyper comparable. Voilà, donc voilà les settings. Ici, donc idem, une fonction lambda et une API, alors qui est un post ici qui va être devant la fonction. Mais vous voyez que c'est du YAML et c'est vraiment très similaire. Bon, et là la fonction est en Python histoire de changer. Voilà. Ok. Donc en avant, donc on va faire dans un premier temps, on va faire Gordon build. Où il va construire le projet. On va pouvoir tester localement. Alors là, cette fois, ça se passe de manière un peu différente. Je vais essayer de ne pas faire de coquille. Donc on lui passe un petit document de JSON. Oups. Voilà. Ok, donc je vais invoquer la fonction localement en lui passant ce document. Voilà. Bon, et merci, ça marche. Donc on peut là aussi, vous voyez, tester localement les fonctions avant même de les avoir déployées. On peut évidemment les déployer. C'est pas deploy cette fois, c'est apply. Et comme tout à l'heure, voilà, je vois dans CloudFormation ma stack qui s'exécute. C'est vraiment, voilà, c'est similaire. Et si je vais dans lambda, c'est peut-être un peu tôt pour voir déjà la fonction. Vous voyez que l'autre a été effacé. Et donc là aussi, comme tout à l'heure, il va créer les ressources et il va faire tout le boulot à notre place. Voilà. Donc moi j'aime bien j'aime bien cette vision des choses, j'aime bien le fait que ça s'appuie sur CloudFormation, parce qu'effectivement c'est une garantie de reproductibilité dans différentes régions. C'est une garantie d'effacer proprement toutes les ressources. Mais en même temps, j'aime bien le fait de ne pas avoir à écrire le template et que tout soit généré à ma place. Voilà, donc là, ici, il y a un template pour la fonction et un template pour l'environnement, plus exactement, et puis un template pour la fonction et l'API qu'il est en train de créer. Donc on va le laisser finir ça ne devrait pas être trop long, et puis ensuite on va l'invoquer.
Je vous demande une petite seconde de patience. Allez, Gordon. Voilà, ça devrait se terminer là. Et donc, ce qui est, alors, juste pour faire le lien avec ce dont je parlerai tout à l'heure, là, en fait, on décrit tout ça, dans CloudFormation, mais vous voyez, on utilise les ressources finalement habituelles, on utilise AWS Lambda Function, AWS API Gateway, etc., etc. Donc, on utilise des concepts existants dans CloudFormation, mais on les rassemble pas sous un même chapeau. On n'a pas la notion d'application serverless. Et c'est ça que Sam va résoudre tout à l'heure. Voilà, donc là, la stack est terminée et donc on doit pouvoir maintenant faire un post sur cette URL en n'oubliant pas de donner le nom, name égale Gordon. Voilà, ok. Et donc là, comme tout à l'heure, mon API est déployée, je peux l'invoquer, je peux la tester, etc., etc. Ok. Voilà. Donc après, lequel des deux vous préférez, c'est votre libre choix. Testez les deux. Et puis après, il y a peut-être des nuances entre les sources d'événements qui sont supportées. Il est possible qu'il y ait des petites différences entre Gordon et serverless. Voilà. Et puis pareil, comme tout à l'heure, on delete, on fait le ménage proprement et on supprime toutes les ressources qu'on a créées. Ok. Donc voilà Gordon. Alors là, je vous le montre avec juste une source API, mais il y a plein d'autres sources possibles, Dynamo, S3. Je vous laisserai explorer tout ça. Alors le dernier dont je voudrais parler en termes de dev, c'est donc ce framework qui s'appelle Calice, et qui est un projet open source AWS qui est encore assez récent, qui est toujours en bêta et dont la première version est sortie au mois de juillet. Alors, il est relativement différent des précédents. Les précédents étaient d'une part multilangage et d'autre part généralistes dans le sens où rien ne vous obligeait à créer des API. Vous pouviez juste déployer des fonctions et c'est tout. L'objectif de Calice, c'est d'être l'équivalent de ce qui est Flask pour les applis web en Python. C'est-à-dire un framework très léger, très simple à utiliser, avec le minimum de configuration. Et vous allez le voir, en fait, il y a zéro config lorsque vous voulez déployer un service avec Calice. Alors, il fait qu'une seule chose, voilà, c'est ça, il fait des web services en Python, mais il le fait bien, et il le fait de manière super simple. Donc certes le projet est encore en bêta, mais il est intéressant, enfin j'espère qu'il évoluera dans la bonne direction. Donc il va tout créer automatiquement, il va créer l'API devant la fonction, il va auto-générer la policy IAM en fonction des appels de SDK que vous faites dans la fonction, ça c'est une fonctionnalité que je trouve super. Bon, bien sûr, vous aurez peut-être envie de customiser la policy ensuite, mais au moins vous avez un bon point de départ autogénéré. Il est capable d'exécuter les fonctions localement sur le port 8000, un peu comme Flask pour ceux qui l'ont pratiqué, on va le tester. Donc il est rapide, il est très léger, il n'utilise pas CloudFormation. Donc il fait uniquement des appels de SDK. Donc moralité, il va vite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette petite latence liée à CloudFormation. L'inconvénient, c'est que d'abord, il ne peut pas créer les event sources. Donc si vous avez besoin d'une table Dynamo ou d'un bucket, etc., vous devez les créer en dehors. Il ne supporte pas la suppression des ressources. Donc vous allez me dire, c'est quand même embêtant. Oui. Bon, ça n'est qu'une version bêta, je ne doute pas que ça arrive, mais une fois de plus, je pense que Calice devrait intégrer le framework SAM dont je vais parler tout à l'heure. Okay, donc voilà, gardez un œil. Je ne sais pas si je m'en servirai pour faire de la prod, sans doute pas, mais en tout cas, je garderai un œil dessus. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait évoluer vraiment dans la bonne direction. Alors on va le tester. Alors j'ai un Hello World, mais on va peut-être pas faire un troisième Hello World. Je vous laisserai le tester. J'ai un autre exemple qui est un peu plus significatif.
où je déploie un web service qui me permet de faire put et get dans un bucket S3. Donc je vous propose de faire plutôt cet exemple-là. Alors allons-y. Donc, jetons un œil au code. Donc, en Python, hein, exclusivement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On crée un client S3 qui va lire et écrire dans JCMon public. Et puis, donc là, on déploie exclusivement des web services. Donc, ceux qui ont fait du Flask en Python ou du Sinatra en Ruby devraient vite comprendre de quoi il s'agit. Donc, on définit une route. Donc une URL qui va être slash object slash la clé de l'objet dans S3. On accepte get et put sur cette route. Bon, et puis que fait cette API? Bon, sans surprise, si on fait un HTTP put, on va écrire l'objet dans S3. Si on fait get, on va faire... si on fait HTTP get, on fera get dans S3, tout simplement. Ok? Donc voilà la fonction, enfin voilà le service plus exactement qu'on va déployer. Alors le requirements, c'est le fichier Python qui dit quelles sont les dépendances de l'application. Ici, j'ai uniquement besoin de Boto, donc du SDK AWS. Très bien. Donc, jetons un œil à la ligne de commande. Alors pour l'instant, assez peu de choses, hein. C'est un service qui est plutôt simple et encore en bêta, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc on va déjà le démarrer en local. Voilà, donc là il est démarré en local sur mon instance. Je vais le mettre en tâche de fond. Et donc là je peux faire, si je fais HTTP, alors on pourrait stocker un objet. Qu'est-ce qu'on a comme exemple ici? Ouais, on va faire ça. Donc HTTP put, donc là en local sur le port 8000. Et on va donc, oui, on a un préfixe qui s'appelle object, c'est bien ça si j'ai pas de bêtises, oui. On va donner un document, document 1.json, et puis on va écrire dedans n'importe quoi, value 1 égale 1, 2, 3, value 2 égale 4, 5, 6. Voilà, donc là, j'ai fait donc un appel en local sur mon API. Elle a stocké dans S3 ce document. D'ailleurs, si j'allais voir dans S3, je devrais voir ce document. Dépêche-toi S3. Donc JCMon public, le voilà. Ah, voilà, document 1.json, hein, c'est celui que je viens de créer là. Bon, et je pourrais évidemment faire un get. Voilà, là cette fois, juste ça. Voilà, et je récupère le document qui est dans S3. Okay, bon, donc ça c'est déployé, localement. Donc on va tuer ce déploiement local et puis on va le déployer maintenant en vrai. Ah, qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Ah oui, je sais ce que c'est. C'est pas grave. Eh bien, c'est pas grave. On va faire un nouveau projet. Comme ça, vous verrez ça. Ok. Donc, c'est new-project. Hein, que je fasse pas d'annerie. Voilà.
Ok. Je vais récupérer juste mon... Je vais récupérer juste mon code. Voilà. Ok, c'est reparti. Donc, Calice deploy. Voilà. Ah bah, c'est très bien. Comme ça, on voit ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, il regarde, il évalue, il analyse ce que fait mon code. Et en fonction des appels de SDK qui sont faits, il va générer une policy IAM. Et donc on voit ici qu'il me propose une policy où eh bien, j'ai le droit de faire get et put sur S3. Et puis bon, il y a les actions sur les logs pour que la fonction lambda ait le droit de créer son log dans CloudWatch, etc. Alors, c'est un bon point de départ, mais vous voyez ce que je disais tout à l'heure. Bon, là, il a le droit de faire get et put sur tous les buckets S3. Bon, c'est sans doute pas souhaitable de garder ça dans un environnement réel. Mais en tout cas, bon, pour commencer et pour tester, c'est pas mal. Hein. De toute façon, ensuite, vous pouvez spécialiser la stratégie IAM pour qu'elle soit plus restrictive. Voilà, donc là, il ne va pas faire de CloudFormation, hein, si je regarde ce qui se passe dans CloudFormation. Voilà, bah, vous voyez bien, il n'y a pas de, là, il n'y a pas de CloudFormation. Là, il fait des appels SDK directement. Ok. Bon. Et donc, du coup, il est plus rapide. Voilà, il a cette fonctionnalité là, Calice URL qui est sympa, qui manque aux autres frameworks de récupérer simplement quel est le endpoint de la de l'API, tout simplement. Donc on va maintenant faire ça. Ok, il n'y a pas d'espace en trop, parfait. On va faire document 2 pour le sport. Voilà, on va vérifier dans S3 que on a récupéré notre document. On va faire get en attendant. Voilà, ça a l'air pas mal. Et si je vais voir dans ici mon public, je dois avoir mon document 2, voilà, qui est là. Ok. Bon, donc voilà, vous voyez, je trouve, moi j'aime bien la ligne de commande de Calice. Je trouve qu'elle est, elle est vraiment, elle est simple, elle est sympa. J'aime bien faire du Python, j'aime bien faire du Flask. Donc c'est vraiment, je suis assez fan de ce projet. Voilà. Bon, néanmoins, il est encore jeune, il est encore en bêta et c'est compliqué de le recommander pour de la prod. Mais gardez l'œil dessus. Je pense il va continuer à s'améliorer. Donc en résumé, on a vu trois frameworks donc, de développement. Donc, serverless, qui est sans doute le plus populaire, qui marche bien, qui a été conçu pour Node.js, qui supporte Python et Java, mais voilà, your mileage may vary. Moi, il m'est arrivé d'avoir des soucis. C'est peut-être réglé dans les dernières versions. Euh, Beaucoup de features, beaucoup de sources d'événements, mais si votre truc c'est de faire uniquement du développement web, bon, serverless n'est pas un framework web, c'est vraiment un framework de déploiement de lambda et de sources d'événements. Gordon est à mon avis un très bon challenger, il supporte des langages en plus. Ah, j'ai oublié Kotlin qui n'est pas là. Il me paraît comparable en termes de features, mais je n'ai pas fait une matrice précise de toutes les sources d'événements, mais j'ai l'impression qu'il y a à peu près autant de choses sur Gordon, qui a la même philosophie, et les deux sont basés sur CloudFormation. Voilà, à vous de les tester, à vous d'utiliser celui que vous préférez. Et puis donc Calice, donc le projet AWS, un peu jeune, encore en bêta, qui ne fait qu'une seule chose, mais à mon avis l'a fait vraiment très très bien et de la manière la plus simple possible, c'est-à-dire déployer des applis Python, des web services Python avec une philosophie comme de type Flask. Et vous voyez que vraiment sans aucune config, sans fichier YAML, sans policy IAM, sans rien du tout, on arrive à déployer en un appel son web service Python. Moi, voilà, une fois de plus, je suis assez preneur de ce framework, j'espère qu'il va bien évoluer.
Alors il y en a plein d'autres, je suis obligé de les mentionner. Alors il y a initialement le premier, c'était Kappa. Kappa qui était intéressant parce qu'il était développé par l'auteur de Boto et de la ligne de commande AWS. J'ai l'impression que le projet est plus très actif. Voilà, je ne sais pas s'il est vraiment encore maintenu. Il était 100% Python. Bon, voilà, j'ai l'impression que c'est un projet un peu en stand-by. Ensuite, il y a un autre framework qui s'appelle Apex, alors qui est intéressant, qui est comparable à Gordon et Serverless, qui supporte aussi Golang. Et lui qui a fait le choix de Terraform pour la gestion de l'automatisation, donc il n'utilise pas CloudFormation, il utilise Terraform, qui est un framework de HashiCorp pour l'automatisation. Voilà, qui est très intéressant aussi. Donc si vous êtes plutôt Terraform, eh bien pourquoi pas utiliser Apex. Alors il y a Zappa, Zappa qui est un framework Python donc, qui a la même approche que Calis. Alors l'auteur de Zappa dirait que c'est Calis qui a la même approche que Zappa. Bon, je ne vais pas rentrer dans cette discussion. Mais en tout cas, c'est la même approche, c'est-à-dire on ne déploie, on ne fait qu'une chose, on déploie du Python en web app. On fait des choses simples, mais on le fait de manière très très efficace. Donc si vous avez besoin de faire de la production sur des web services Python, Zappa, qui est plus abouti que Calis à l'instant T, peut être une option. Je vous incite à le regarder. Et puis le dernier, c'est un projet qui s'appelle Docker Lambda, qui est un petit peu différent, qui fournit des images Docker qui permettent de répliquer, et je mets des guillemets autour de ça, l'environnement d'exécution lambda. Donc ça vous permet d'exécuter localement sur votre machine un container lambda dans lequel vous allez charger votre code lambda et vous allez l'exécuter de la manière la plus proche possible de l'environnement de production. Voilà, c'est un projet intéressant qui peut résoudre pas mal de soucis pour tester localement et justement éviter éviter au maximum d'avoir un décalage entre le test en local et le test en vrai et la prod en vrai dans Lambda. Voilà. Donc plein d'outils à essayer. Alors, quelques autres, j'ai parlé du plugin Eclipse tout à l'heure. Donc voilà, le plugin Eclipse permet de déployer facilement vos lambda Java dans AWS. Et puis un autre qui s'appelle le Serverless Java Container qui lui vise à encapsuler du code Java legacy et à l'exécuter tel quel. Donc il y a une implémentation de HTTP Servlet qui va vous permettre de prendre votre code Java Servlet existant, de le passer à ce framework et de l'exécuter à l'intérieur de Lambda. Alors j'ai pas eu le temps de l'essayer encore, c'est un projet assez jeune, mais c'est un projet qui me paraît intéressant. Voilà, pour commencer à migrer vos applications Java anciennes vers, pourquoi pas vers Lambda, API Gateway, etc. Donc voilà pour le développement. Alors, il y a un dernier point qu'on doit aborder, c'est comment est-ce qu'on simplifie le déploiement. Vous avez vu que les frameworks open source dont on a parlé ont fait le choix soit de CloudFormation, soit de Terraform pour automatiser l'infra, mais en n'introduisant pas vraiment de notion d'application serverless, en utilisant CloudFormation tel qu'il est aujourd'hui. Et pour résoudre ce problème-là, on a réalisé je crois que c'était en novembre, donc une spécification qui s'appelle le Serverless Application Model. Vous l'avez peut-être connu sous le nom de Project Flourish. On a communiqué dans différentes conférences avec ce nom-là pendant un moment. Et donc ce projet, c'est une extension de CloudFormation qui permet de regrouper sous une même définition de CloudFormation les fonctions lambda, les API et les events. Et donc ça permet d'avoir, comme vous allez le voir tout de suite, des définitions beaucoup plus simples, beaucoup plus propres et beaucoup moins verbeuses qu'auparavant. Donc on introduit 3 nouveaux types de ressources, Serverless Function, Serverless API et Serverless Simple Table. Simple Table, c'est une table DynamoDB avec un seul index. Et donc 2 commandes CloudFormation supplémentaires pour packager et déployer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce modèle est maintenant intégré avec CodeBuild et CodePipeline. Donc vous pouvez tout à fait faire de l'intégration du déploiement continu sur vos applis serverless
avec SAM et code build et code deploy. Code pipeline, pardon. Et bon, moi je m'attends, là c'est juste mon avis, mais je m'attends à ce que SAM soit intégré dans les frameworks open source. Ça paraîtrait assez logique de profiter de cette spec et d'avoir un moyen unifié de déployer. Donc concrètement, voilà, ça va ressembler à ça. On va faire un petit exemple ensuite, mais on va regrouper, vous voyez, de manière assez compacte une fonction, son API, sa table DynamoDB, et d'autres ressources arriveront au fur et à mesure de l'évolution de la spec. Et ça remplace ça concrètement. C'est-à-dire que ce qu'on voulait, si on avait voulu faire la même chose avant en CloudFormation avec les ressources antérieures, et bien voilà, on passe de 15-10 lignes à je ne sais pas combien de dizaines de lignes plus ou moins compliquées en référençant les ressources les unes les autres, etc. Bon. Donc vous voyez, voilà, il y a une amélioration de l'expérience de développement qui est assez nette. Là. Donc la spec est sur GitHub, elle est sous licence Apache, donc vous pouvez contribuer, n'hésitez pas s'il vous manque des choses à envoyer à envoyer des idées de features et des modifications hein, sur le projet GitHub. On veut faire vivre ce projet dans la communauté des développeurs lambda. Alors on va faire une petite démo. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir de là. Ah oui, parce que on était dans un container. Hein, je vous l'ai pas dit. C'était une surprise. Alors, on va aller voir. On va aller voir ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une fonction lambda. On va jeter un œil. Alors, qui fait quoi? Qui va recevoir un événement. Qui va faire une somme de value 1 et value 2. Qui rajoute le résultat dans l'événement, qui rajoute un timestamp dans l'événement et qui écrit dans une table DynamoDB. Okay, qui écrit l'ensemble dans cette table. Et donc vous voyez au passage que je récupère le nom de la table avec une variable d'environnement qui s'appelle TableName et que j'accède via le package OS de Python. Okay, donc voilà, on a les variables d'environnement et au passage, vous voyez que tout ce que j'importe là, qui fait soit partie de la librairie standard de Python, soit du SDK, tout ça je ne vais pas l'uploader en même temps que ma fonction. Je vais me contenter d'envoyer juste ce petit bout de code. Okay, tout ça c'est préinstallé dans l'environnement lambda. Ok, donc une lambda qui prend un événement avec deux valeurs, fait la somme, rajoute un timestamp, écrit le résultat dans l'event et écrit tout dans Dynamo. Très bien, et donc mon fichier YAML, donc de mon fichier, mon petit bout de CloudFormation en YAML, qui définit quoi? Donc qui définit ma fonction, avec les properties qu'on s'attendrait à trouver, une policy IAM Amazon DynamoDB Full Access, bon, vous allez me dire c'est pas très restrictif, c'est vrai, mais c'est un petit exemple. La variable d'environnement TableName, qui va contenir quoi? Le nom de ma table DynamoDB, qui va être créé en dessous, et puis un event, qui va être une API, voilà, où je vais simplement faire un post sur mon API et déclencher le traitement. Okay, voilà. Et puis là, je crée ma table DynamoDB avec une primary key qui est l'identifiant qui est le timestamp et voilà, et la capacité provisionnée. Bon, rien de bien méchant. Okay, donc un petit bout de CloudFormation SAM. Mon script de déploiement. Donc comme d'habitude, je vais zipper ma fonction, je vais la copier dans le bucket S3 parce que le déploiement va se faire à partir de là. Et puis j'appelle les deux nouvelles commandes dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc CloudFormation Package, qui va créer le template complet pour le déploiement de cette fonction, avec le nom du bucket, etc., etc. Et puis deploy qui va faire le déploiement proprement parlé. Donc on va se préparer la console CloudFormation. L'API Gateway qui est là aussi, Dynamo qui est là. Ok, on a tout ce qu'il nous faut. En avant.
Voilà, donc j'ai fait le packaging et ensuite, voilà, là, j'ai lancé la création de l'application. Donc si je recharge là, je ne devrais pas tarder à voir ma stack qui s'exécute. Ah, je l'ai peut-être lancé dans l'autre région, mais c'est pas grave. Est-ce que je l'ai lancé en Irlande? Oui, je l'ai lancé en Irlande, c'est pas grave. Et donc là, voilà, je vois quoi? Eh bien, je vois les différents événements CloudFormation. Donc je vois le rôle de la fonction lambda. Je vois la table DynamoDB. Voilà, donc est-ce qu'on va passer en Irlande ici aussi? Voilà, je vois ma table qui a été créée automatiquement. Ok, bon, avec un nom auto-généré, hein. Voilà. Pour l'instant, évidemment, elle est vide. Tout ça est prêt. L'API ne devrait pas être loin. Voilà. Ok, donc mon API est en cours de création. Elle n'est pas encore déployée. Voilà, ça a l'air d'être terminé. Ok. Donc je devrais avoir mon API. Hop. Voilà. Et je devrais avoir mes stage. Prod. Ah oui, lui il déploie en prod par défaut. Pourquoi pas. Ok, donc vous voyez, c'est terminé. Et donc là, j'ai créé automatiquement, grâce à Sam, ma fonction, son rôle, la table DynamoDB et l'API. Donc on va l'invoquer. En avant, donc HTTP post, le endpoint. Alors, alors 4, 5, 6. Alors, il y a une erreur d'exécution, mais c'est normal, c'est parce que j'ai pas géré proprement voilà. J'ai pas géré proprement le code de retour de l'API, mais normalement, si je vais voir dans Dynamo et que je recharge, voilà, magnifique. Je vois, donc ça c'est mon timestamp que j'ai ajouté dans l'événement, et puis là je vois tout mon document de JSON, et puis je vois le résultat de mon calcul. Voilà, 1, 2, 3, plus 4, 5, 6, ça a l'air de faire 579. Ok. Donc, vous voyez, une façon assez sympathique de faire du déploiement en le packageant, en ayant CloudFormation qui gère toute la complexité pour vous. Et puis, en ayant évidemment la capacité à effacer, à faire le ménage proprement. Et donc si je lance le script d'effacement, voilà, et bien je vais voir CloudFormation faire le chemin inverse et virer proprement toutes les ressources de cette application. Voilà, donc si vous n'avez pas encore commencé à automatiser le déploiement de vos fonctions, vraiment je vous conseille de le faire avec Sam. Vous avez vu, c'est une syntaxe vraiment concise, bien moins verbeuse et bien plus simple que ce qu'on pouvait faire avant avec les ressources traditionnelles de CloudFormation. Et une fois de plus, n'hésitez pas à aller contribuer à la spec et à l'évolution de la spec sur le projet GitHub. Voilà, hop, on va pouvoir terminer. Donc, les quelques ressources, bon, je les ai déjà mentionnées tout à l'heure, mais si les personnes nous ont rejoints, je me permets de leur en reparler. Donc, mon collègue Danilo, qui a écrit un excellent bouquin sur Lambda, qui est tout neuf, qui est sorti en décembre. Et je veux vraiment, une fois de plus, si vous cherchez à bien débuter sur Lambda, je vous conseille fortement son livre. Et je dis pas ça parce que c'est mon collègue, je dis ça parce que c'est vraiment un bon livre. Euh, Tout un tas de vidéos de Lambda de Reinvent avec les nouveautés et step functions beaucoup plus en détail que ce que j'ai mentionné.
et puis des informations sur les nouveaux services autour de Lambda, comme Lambda at Edge et Greengrass. Nos user group partout en France, bientôt sur la Côte d'Azur. Si vous êtes dans une ville et que vous n'avez pas de user group et que vous avez envie d'en démarrer un, je serais ravi de discuter avec vous. N'hésitez pas à me contacter par mail ou sur Twitter. Voilà, j'en ai terminé. Eh bien, je vous remercie d'avoir été encore nombreux à nous écouter. Hugo, tu vas afficher le sondage. Alors, le sondage de satisfaction, attention, de 1 à 5. 5, vous êtes très content. 1, vous êtes très mécontent. Hein, ne vous trompez pas. La meilleure note est 5, la plus mauvaise est 1. Voilà, je vous laisse quelques instants pour voter. Et puis ensuite, on répondra à vos questions. Et on aura encore un gagnant. Et on aura encore un gagnant de la meilleure question. Alors en avant. Et pendant que vous votez, voilà, je voulais juste attirer votre attention sur deux ou trois choses. Sur notre page événements que vous connaissez sans doute, vous retrouverez bien la liste de tous les événements à venir, les prochains webinars. Le premier au Sunday de l'année qui aura lieu à Paris le 24 février. Le salon du Big Data, où nous serons présents les 6 et 7 mars. Et vous pouvez déjà noter sur vos tablettes le Summit de 2017 qui aura lieu le 27 juin. Et en complément, dans le cadre du salon du Big Data, j'anime demain après-midi à 15h30 un webinar sur nos services d'intelligence artificielle, donc Lex, Poly, Recognition, avec des démos assez sympas. Vous pouvez participer gratuitement à ces webinars. Allez sur l'URL qui est là, qui est donc bigdataparis.com/webinar.html. Connectez-vous à 15h30 et vous verrez ces démos. Voilà. Donc, si vous vous intéressez au sujet d'intelligence artificielle et que vous voulez voir un peu ce que AWS a annoncé récemment sur le sujet, voilà, c'est une bonne façon de commencer. Une fois de plus, les démos sont assez rigolotes. Voilà, je pense que tout le monde a eu le temps de voter, Hugo. Et on peut commencer. Alors, je vais mettre ça parce que j'anticipe plein de questions sur ça. Voilà. Ok. Allez, il me faut plus de questions, les gars. Il y en a quelques-unes là, mais bon. Il y a des serial questionneurs. Hein. Est-ce qu'il y a un prix du participant qui pose le plus de questions? Je sais pas. Mais c'est bien, hein, c'est bien. Posez toutes vos questions, on est là pour ça. Alors, en vrac, question de Gauthier. Quelle est ton opinion sur le framework Zappa? Pardon. Donc, Zappa, c'est donc en 2 secondes, hein, c'est microservice Python, en serverless. Alors, je pense que c'est un bon framework. Il est plus complet que ce que Calis est aujourd'hui. Donc, si je devais choisir là un framework pour faire de la prod, là aujourd'hui, je prendrais sans doute Zappa. Bon, avec la petite inquiétude que sans doute à terme, j'aurais quand même envie de. Si Calis devient un truc complet, j'aurais sans doute envie de migrer sur ça. Je pense que l'attraction finira par être plus forte sur Calis que sur Zappa. Bon, néanmoins, Zappa fait beaucoup de choses aujourd'hui que Calis ne sait pas faire. Voilà, j'ai une bonne opinion de Zappa, je vous encourage à le tester. Alors, à quand le langage PHP dans Lambda? J'étais étonné de ne pas l'avoir tout à l'heure, celle-là. C'est ce que j'ai dit en rigolant, enfin en rigolant, oui, c'est pas drôle, mais c'est ce que j'ai dit en rigolant quand il y a eu l'annonce de C# à reInvent. J'ai dit que je sentais une grande perturbation dans la force PHP et Ruby. Bon, je sais que vous attendez tous vos langages respectifs dans Lambda. Je pense qu'il y aura des nouveaux langages en 2017. Je ne sais pas lesquels arriveront en premier. Bon, voilà, on a une liste de langages relativement longue dans nos SDK. Il ne serait pas illogique qu'à terme, on ait la même liste de langages supportés dans Lambda. Bon, voilà, ça n'engage que moi, mais bon, j'ai espoir pour 2017. Euh, alors, une question, est-ce qu'API Gateway est gratuit avec Lambda? Alors, non.
Est-ce qu'il y a un niveau d'usage gratuit sur l'API Gateway? On va regarder ça tout de suite. Je préfère ne pas vous dire d'ânerie. Donc pour mémoire sur Lambda, c'est c'est 1 million d'appels par mois. Qu'est-ce qu'on a sur le... Et ben voilà, donc sur le gateway c'est pareil. Donc on a 1 million d'appels d'API gratuits par mois, donc c'est facile à retenir. Donc le niveau d'usage gratuit c'est 1 million d'appels API gateway, 1 million d'appels lambda. J'avais plus ce chiffre en tête, désolé. Continuons. Alors, quid des tests unitaires pour les fonctions lambda? Donc ça, c'est une question de Jean-Marc. C'est une bonne question. Alors, si vous faites du Java, dans Eclipse que j'ai montré tout à l'heure, donc il y a le plugin Eclipse, WS, et donc vous pouvez faire du JUnit sur vos lambda. Donc si vous avez un serveur d'intégration continue avec du JUnit, vous installez un des frameworks que j'ai montré qui fait de l'invocation locale et il n'y a pas de souci. La limite, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous n'avez pas tous les services managés à disposition. Donc si vous avez besoin de... Alors DynamoDB, c'est un mauvais exemple parce qu'il se trouve qu'il y a une version locale de DynamoDB, je ne sais pas si vous le savez, qui est restreinte, mais qui permet quand même de faire des tests. Mais si vous avez besoin de, disons, Kinesis ou d'autres services, évidemment, vous ne les avez pas localement. Donc, mon conseil, c'est d'avoir un bout d'infra AWS qui vous sert à faire ces tests-là, ou alors d'avoir des mocks avec l'API AWS et puis des adapteurs locaux en dessous. Il n'y a pas de... Aujourd'hui, dans ces frameworks-là, on n'a pas d'outils de test unitaire. Maintenant, à partir du moment où en ligne de commande, vous pouvez invoquer les lambda localement en leur passant des éléments de JSON, etc., je pense que vous pouvez réussir à faire des trucs. Et pour le déploiement, il y a, je l'ai mentionné, il y a Code Build et donc CloudFormation qui vous permettent de faire du déploiement aussi continu. Donc il y a moyen, tout ça c'est encore assez jeune, je pense qu'il y a moyen de faire des choses assez sympas. Alors, continuons. Alors, comment est mesuré le temps d'exécution d'une fonction? C'est une bonne question. Comment est mesuré le temps d'exécution d'une fonction? Donc, le temps d'exécution de la fonction, vous le voyez dans CloudWatch Logs, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, à chaque appel de fonction, vous voyez le temps d'exécution de la fonction elle-même et donc le temps d'exécution de votre code et donc l'arrondi aux 100 millisecondes supérieurs. Donc c'est ça qui est mesuré, c'est vraiment entre le point d'entrée de votre handler et la fin de votre handler. C'est ça qui est mesuré, c'est lambda qui mesure. Qu'est-ce qu'on a d'autre nouveau? Alors les trois frameworks présentés ici sont-ils les plus aboutis à ce jour? Alors je vais dire oui, et puis demain, quelqu'un va m'envoyer un tweet en disant ah, t'as pas parlé de. Alors, ceux-là, c'est ceux que je connais, je fais pas mal de veille sur le sujet. Je pense que oui. En tout cas, serverless et Gordon sont clairement les plus aboutis. Si je devais en rajouter un troisième, je pense que Apex me paraît assez. J'ai moins joué avec Apex, mais Apex est également assez abouti. Voilà, clairement, Calice, comme j'ai dit tout à l'heure, est encore en bêta et voilà, mérite encore beaucoup de boulot. Mais allez voir les repos sur GitHub, hein, vous verrez le nombre de forks et de stars qu'il y a sur Serverless et Gordon, c'est des milliers et des milliers. Hein. C'est vraiment, il y a une bonne adoption sur ces deux-là. Et si vous voulez commencer à bosser avec ces deux-là, je pense que vous ne prenez pas vraiment de risque. Apex doit être à peu près au même niveau de popularité. Donc voilà, ces trois-là me paraissent les plus aboutis. Qu'est-ce qu'on a encore?
répondre sans trop de difficulté. Alors, il y a une question, ouais, il y a une question intéressante concernant les tests d'intégration. Est-ce que créer une stack éphémère est une bonne pratique? Question d'Antoine. Alors moi, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de répondre oui à ça. Je pense que le... je le répète souvent, mais si vous faites du AWS et que vous n'utilisez pas CloudFormation, je pense que vous manquez, vous passez à côté de 50% du truc. Pourquoi? Parce que CloudFormation, c'est vraiment un des fondements d'AWS. C'est la capacité à déployer de manière prévisible, réplicable dans n'importe quelle région et d'effacer proprement toute votre infrastructure. Donc je pense qu'il faut vraiment, si vous ne faites pas du CloudFormation aujourd'hui, je pense que vous passez à côté d'une grande partie de la flexibilité d'AWS. Je sais que c'est pas facile d'apprendre CloudFormation. C'est un peu mieux maintenant qu'il y a YAML et qu'on n'a pas à patauger dans le JSON. Mais vraiment, je pense qu'il faut faire cet effort-là. Et je pense qu'effectivement, il faut, dans des pipelines de déploiement continu, enfin d'intégration et de déploiement continu, il faut absolument automatiser avec CloudFormation. Enfin, je ne peux pas imaginer qu'on le fasse autrement et soit qu'on le scripte, soit qu'on le fasse à la main. Enfin, vous avez vraiment envie que n'importe qui dans votre équipe de dev puisse se créer son pipeline, tester sa version, la merger avec votre version d'intégration, etc., etc. Donc oui, faites du CloudFormation pour vos pipelines d'intégration continue. Ça vous garantit que vous créez un environnement propre, ça vous garantit qu'il est détruit après utilisation. S'il faut le recréer, pas de problème, vous le recréez à l'identique. Enfin, vraiment, tout ça me paraît important pour avoir des environnements déterministes dont l'état est connu et dont la qualité peut être vraiment mesurée. Plutôt que des environnements de test qui durent des jours et des semaines, qui ont été bricolés par tout le monde et qui sont dans un état parfois déplorable. Donc voilà. On a encore le temps pour une. On a encore le temps pour une. Alors je vais essayer d'en prendre une. Alors un exemple, alors c'est un peu à peu près la même question, je vais faire d'une pierre deux coups sur des clients, des références clients autour d'archi serverless. Alors j'en ai mentionné tout à l'heure. On pourrait aller voir le site serverless qui est de mémoire serverless.com. Je ne sais pas s'il y a des références clients. Voilà, une section Enterprise. C'est un projet non, il n'y a pas de référence à proprement parler là-dessus. C'est un projet qui a énormément de traction. Il y a vraiment, voilà des exemples. Il y a peut-être des use cases à regarder là. Mais c'est un projet qui a énormément de traction. J'ai pas de nom de clients qui me viennent là. J'ai des noms de clients qui utilisent des archives serverless, Lambda, API Gateway. Enfin, j'en ai mentionné quelques-unes tout à l'heure. Adroll, qui est dans la pub aux US et qui est vraiment, qui est en dizaines de milliards d'appels par jour. C'est sans doute un des plus gros. Il y en a plein d'autres. Je pourrais vous les citer, mais je préfère que vous alliez les lire tranquillement sur notre site. Tout ça, c'est pas du gadget, c'est pas du. On va aller voir le nombre d'étoiles sur GitHub. C'est pas du tout de la R&D fumeuse. Voilà, j'étais très loin de la réalité. Bon, vous voyez, donc serverless, c'est 1200 forks et 14 000 stars sur GitHub. Donc c'est très utilisé. Voilà, donc il faudrait chercher. Il y a énormément de posts de blogs sur ces sujets-là, qui ne sont pas forcément des blogs AWS d'ailleurs. Mais voilà, si vous fouillez un peu, vous allez trouver plein de boîtes qui ont des archis serverless basés sur l'un ou l'autre de ces frameworks ou basés sur simplement les services AWS. Vraiment, enfin tous les jours, j'en ai encore retweeté, je sais pas, 2 ou 3 hier. Comment intégrer
comment intégrer Lambda et HipChat, comment faire des crons en Lambda. Enfin, tous les jours, si vous allez voir Hacker News, à peu près tous les jours, il y a un article important sur Lambda. Donc ça, vraiment, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Je vois Hugo faire les gros yeux, on n'a plus le temps. Alors, il faut choisir un gagnant. Oh, vous êtes terrible. Ben, je vais faire gagner Antoine parce qu'il a posé la bonne question sur est-ce qu'il faut faire des stacks CloudFormation et des stacks éphémères pendant les tests d'intégration. Voilà, et ça m'a permis de répondre longuement là-dessus donc, et de vous inciter à faire du CloudFormation. Donc voilà, Antoine, on va vous envoyer un petit quelque chose. Voilà. Bon, pour tous les autres, voilà, ne soyez pas déçus, il y a encore plein de webinaires et vous aurez encore plein d'opportunités de gagner. Voilà, je vous remercie, on est complètement à court de temps. Merci beaucoup, vous avez été encore hyper nombreux aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. Merci à Hugo pour toute son aide et toute sa logistique impeccable. Je pense que tu pourras partager les PDF, si c'est déjà fait, bravo. Et on postera les vidéos, prochainement. Et donc on vous donne rendez-vous le mois prochain pour 2 autres webinars. Donc, je vous remontre rapidement. Non, pardon, c'est pas celui-là. Voilà, je vous remontre rapidement où les trouver sur notre site. Voilà. Ok. Et donc le mois prochain, on parlera de quoi, Hugo? On parle DevOps, c'est ça. Ok. Donc le mois prochain, on fera 2 sessions. DevOps. Donc on risque de bien s'amuser. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour toutes vos questions. On va les garder. N'hésitez pas aux questions, pour les gens auxquels j'ai pas répondu, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. J'essaie de répondre à tout le monde, ça me prend parfois un peu de temps, mais bon, j'essaye au moins. Voilà. Et en tout cas, je vous donne rendez-vous donc le 28 février à 15h30 pour un deep dive DevOps qui promet d'être assez rigolo. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée et à bientôt.